essentiel, que nous corrigions les éléments les plus graves dans l'état actuel des traités qui font que, un, ça ne peut pas fonctionner économiquement, et que, deux, surtout, c'est devenu un système à nous dresser les uns contre les autres, au lieu d'être un système de coopération et de progrès partagé. Donc ça suppose qu'il faut que, d'abord, nous révisions ensemble cette question des normes budgétaires. Bon, on a des idées là-dessus, on n'est pas contre, on n'est pas pour la liberté budgétaire absolue, que tout le monde puisse faire n'importe quel niveau de déficit. Ça n'a pas de sens dans une union. Mais nous sommes pour des normes budgétaires intelligentes. On pourra en discuter. On peut définir des normes budgétaires intelligentes qui définissent de manière très large et très générale les principes selon lesquels, par exemple, des déficits ou le recours à la dette publique sont des pratiques tout à fait sensées et normales et laissées à la discrétion des États dans certaines limites, etc. Mais certainement pas les normes actuelles qui disent que le déficit structurel doit être quasiment nul, 0,5% à moyen terme, ce qui n'a aucune espèce de sens économique. Bon. Donc, nous devons revoir cette question des normes budgétaires. C'est un point essentiel. Nous devons revoir ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus une zone de dumping fiscal, social terrible. Donc, il faut reprendre le chemin, en effet, de l'harmonisation fiscale et sociale. On verra dans la discussion que moi, personnellement, je ne crois pas trop aux possibilités, en tout cas rapides, d'harmonisation sociale au sens strict. On aura l'occasion de voir pour quelles raisons, même s'il faut prendre, il y a des choses à faire en matière de salaire minimum, il y a des choses à proposer. Je crois en revanche qu'on peut avancer beaucoup plus vite, et c'est ce que nous mettrons en avant, sur l'harmonisation fiscale. Et en effet, principalement sur l'harmonisation de l'imposition du capital et de l'imposition des bénéfices des entreprises. Alors, la méthode pourra être soit celle qui passe par une assemblée qui devient souveraine sur ce sujet, comme ça peut être par une simple autre méthode qui consiste, et d'ailleurs les textes ont quasiment déjà été préparés par la Commission, mais on n'a jamais mis les choses en application, enfin au niveau de l'étude du projet, par le fait de définir une assiette commune de base d'imposition des bénéfices et de prévoir une collecte de l'impôt sur les bénéfices au niveau européen, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où les entreprises disent, notamment les multinationales, qu'elles ont fait leurs bénéfices, c'est pas grave, l'assiette est commune dans toute l'Europe, elles sont imposées non pas sur leurs bénéfices pays par pays, mais sur leurs bénéfices global dans la zone. Et puis on répartit ensuite entre les pays en prorata de critères objectifs qui peuvent être le chiffre, où est-ce que les entreprises réalisent leur chiffre d'affaires, ont leur emploi, leurs investissements, etc. Des choses assez bien repérables. Parce que bien qu'à la limite, elles peuvent toujours dire qu'on a fait tant de bénéfices ici ou là. Les pays peuvent à la limite garder même des taux d'imposition sur les sociétés extrêmement différents. Ça ne change pas grand-chose, en ce sens que globalement, au moins, on se met à l'abri de ces pratiques d'optimisation fiscale. Bon, mais c'est pour donner une piste, je ne veux pas entrer dans le détail. Donc il faut avancer sur ce terrain-là. Il faut avancer au niveau de la BCE et au niveau de la question du financement des dettes publiques. C'est-à-dire progresser, sortir de cette hypocrisie aujourd'hui où en fait la BCE, indirectement par des politiques non conventionnelles, contribue à financer les dettes publiques et les finances publiques, mais en gavant au passage de dividendes les actionnaires de banques, alors qu'elle pourrait le faire par un processus plus direct. Ou elle pourrait le faire par un processus indirect, mais à un taux de refinancement privilégié, très faible, qui permettrait de financer la dette publique à un taux extrêmement faible, dérogatoire aux conditions du marché. Bien. Je ne vais pas en donner tous les détails. Il y a ensuite des questions de directives, par exemple sur la libéralisation des services, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Donc nous mettrions cela aussi sur la table, mais sans forcément demander que ça devienne une règle générale en Europe. S'il y a des États qui trouvent très bien de libéraliser, d'ouvrir leurs services publics à la concurrence et leurs droits, simplement à ce moment-là, nous demanderions une exception là-dessus. Puis de toute façon, l'exception, ils seraient obligés de nous l'accorder parce que nous la pratiquerions dès l'instant où nous serions au pouvoir. Et nous leur dirons que de toute façon, nous continuerons à le faire. Donc le seul choix qu'ils ont, c'est soit d'accepter dans les traités de le mettre dans un protocole à part, soit de ne pas le mettre, mais ce qui ne changera rien à la situation. Donc voilà, les points centraux, c'est ça. Retrouver le moyen, d'éviter la guerre fiscale et sociale entre nous. Retrouver les moyens de mener des politiques monétaires et budgétaire intelligente en Europe. La BCE, en plus, on le verra dans la discussion, même si c'est officiellement dans notre programme, je vous le dis moi personnellement, je ne fais même pas une fixette sur l'indépendance
de la BCE vis-à-vis du politique, parce que je pressens que les Allemands vont encore avoir beaucoup de mal, il va falloir beaucoup de temps pour accepter de franchir ce pas-là. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu, même si démocratiquement, sur le principe, c'est pas terrible. Mais si vous avez une BCE qui peut effectivement utiliser, comme toutes les banques centrales du monde, pertinemment la totalité des instruments qui sont à sa disposition, eh bien déjà, ce serait un énorme progrès. Si, par exemple, elle peut refinancer à taux très faible la dette publique, eh bien, elle le fera. Qu'elle n'a pas besoin pour ça de ne pas recevoir ces instructions de l'autorité politique. Donc tout restera ouvert à la négociation. Il faut bien comprendre que notre état d'esprit, ça n'est pas présenter un plan A qui est notre Europe idéale, c'est-à-dire une Europe française. Ça ne nous intéresse pas, nous ne voulons pas d'une Europe française. Mais nous ne voulons pas d'une Europe allemande. Voilà. Et nous voulons une Allemagne européenne, une Italie européenne. Voilà. Et une France, parce que le plan B, c'est le fait que, disons, si ce processus-là ne peut pas être engagé, ce que je ne crois pas une seconde, mais nous affirmons très clairement, d'abord par nos mesures unilatérales immédiatement, c'est comme ça que ça passe le plan B, c'est qu'on fait les choses. On n'attend pas, on les fait. Et on vous dit de toute façon, ça restera comme ça. Vous avez le choix entre est-ce que ça revient dans un cadre négocié tous ensemble ou est-ce que ça reste de manière unilatérale. Et à la fin du processus, eh bien, si jamais on ne peut pas avancer, eh bien, sachez que la perspective d'une sortie n'est pas exclue en théorie, même si, bien évidemment, ça n'est pas ce que nous souhaitons. Et bien évidemment, dans ce plan A, il y a la dimension qui est essentielle, mais je ne vais pas y revenir parce que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Thomas, à savoir que notamment pour la zone euro, il faut absolument qu'il y ait un contrôle démocratique et une coordination démocratique de ces politiques, et donc que ça passe là en effet par un renforcement de la coopération avec des moyens d'action budgétaire au niveau européen qui sont soumis d'une manière ou d'une autre à des assemblées représentatives, ce qui peut être par exemple cette assemblée-là, qui serait une excellente idée, un parlement spécifique traitant de cette question soit d'une manière ou d'une autre. En effet, la monnaie unique, ça ne peut fonctionner que dans un cadre démocratique. Mais attention, je termine, pardon, je reprends juste une minute, mais je laisserai la parole dans le débat plus largement. Il n'y a pas que l'euro comme système monétaire possible. Voilà. Il faut être conscient aussi que pour que l'euro soit vivable, ça demande justement des avancées de ce type. Ça demande qu'on soit capable d'avoir aussi une forme de politique budgétaire au niveau européen contrôlée démocratiquement. Ça exige un degré de coopération et de renonciation à une forme de souveraineté par les peuples participants qui est un pas considérable. Avancer rapidement dans le sens de l'harmonisation fiscale et sociale pour éviter que l'euro serve au dumping, ça demande aussi un degré de coopération extrême. Il n'est pas certain que l'état actuel d'abord du sentiment des peuples européens et des dirigeants européens permette tout à fait de le faire. Donc nous dirons aussi dans la négociation que si il apparaît que nous avons des divergences trop fortes pour, à ce stade-là, faire tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro en son état, alors il faut peut-être qu'ensemble nous ayons une discussion pour envisager un système plus souple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un euro, on passe ensemble à une monnaie commune où on garde l'euro comme monnaie internationale et avec un euro franc, un euro marque, avec des parités fixes mais ajustables pour introduire un élément de souplesse, disons, qui enlèverait un des gros inconvénients de l'euro sans perdre un certain nombre de ses avantages. Donc ceci aussi sera mis sur la table des négociations. Le principe étant de comprendre que nous sommes prêts et nous sommes disposés à toutes les discussions, à toutes les négociations, à tous les compromis, à partir de deux conditions seulement. Un, c'est qu'il soit clair que de toute façon notre programme progressiste sera mis en œuvre de toute façon et que nous utiliserons tous les moyens, qu'ils soient légaux au plan européen ou pas, pour pouvoir le faire. Et deux, que la direction qui est prise par la négociation et par les nouveaux accords soit la direction du progrès et de la coopération. On ne croit pas qu'on va atteindre comme ça en 1 an, en 2 ans, tout de suite, le nouveau système idéal entre nous. On s'en fiche. Il faut être réaliste, on ne fait pas de la politique fiction. Ce qui compte, c'est la direction. C'est-à-dire qu'on inverse la pente, qu'on reprenne par palier la marche de la coopération européenne.